Bonjour et bienvenue aux rencontres de la librairie, l'émission de la librairie, un point un trait, en partenariat avec Radio Lodève. Nous sommes le vendredi 7 mars, journée mondiale du mouvement Stand Up for Science. Face à la perte des hiérarchies entre les fake news et les faits scientifiques, les valeurs communes de la raison sont mises à mal. L'esprit critique se dégrade. Il est vital de rappeler la nécessité de faire de la recherche de la vérité l'horizon commun. Les sciences et les humanités, la liberté académique et l'université, sont les piliers d'une société démocratique et constitutive à la formation de citoyens et citoyennes. Cette journée rappelle que les sciences sont indispensables pour faire société. Chaque trimestre, nous accueillons un auteur ou une autrice issu des publications d'Actes Sud et ce mois-ci de la collection Domaine du possible. Et ce mois-ci aussi, un auteur et une autrice, avec Nelly Ponce et Sébastien Mabille. Nelly Ponce, vous êtes diplômée d'un double cursus scientifique et culturel. Vous avez écrit différents ouvrages, dont Choisir de ralentir, Débuter son potager en permaculture ou Océan plastique, paru chez Actes Sud. Vous avez collaboré aux ouvrages Animal de Cyril Dion et Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Vous êtes aussi invité par l'UNESCO en mars, donc ce mois-ci, à l'Université de la Terre. Et vient de paraître en février, et toujours chez Actes Sud, Le Grand Épuisement. Nelly Ponce, bonjour. Bonjour. Sébastien Mabille, vous êtes docteur en droit, avocat au barreau de Paris, et cela fait 25 ans que vous pratiquez le droit de l'environnement auprès de collectivités, d'associations et d'entreprises. Vous êtes notamment l'avocat d'une coalition d'associations et de collectivités ayant attaqué Total Énergie pour son inaction climatique. Vous avez aussi défendu les soulèvements de la Terre et vient de paraître en janvier 2025 chez Actes Sud aussi votre ouvrage Justice climatique pour une nouvelle lutte des classes. Sébastien Mabille, bonjour. Bonjour. Alors, vos ouvrages parlent d'épuisement, de burn-out personnel et de burn-out de la planète. Le lien est à user jusqu'à l'épuiser ou pas. Je vous propose de commencer par la lecture de la page 135 du livre de Nelly Ponce, Le Grand Épuisement. Été caniculaire. Alors que la France brûle, que l'Europe brûle, que le monde brûle, en proie à des incendies aussi nombreux que dantesques, tandis que les populations évacuées peuvent enfin rentrer chez elles, tu lis dans les journaux. Pas de victimes. Tu as envie de hurler. Pas de victimes ? Mais il y en a des dizaines de milliers des victimes. Que dis-tu ? Des centaines de milliers, des millions, des milliards. Tous ces arbres, ces plantes, ces animaux, ces champignons, les chevreuils qui n'ont pu s'enfuir, les terriers enflammés, les oiseaux asphyxiés, les nichées détruites, les insectes pris au piège, les habitants des cimes envolées, les micro-organismes asséchés. Aucun décès du côté d'Homo sapiens, certes. Mais comment peut-on écrire cela ? Merci Sébastien pour la lecture. Nelly, Claire Dutray, dans son livre Vivre en arsenic, dit « Dans ma civilisation, on pense que pour parler des catastrophes, il suffit de communiquer dessus. Et pour qu'il n'y en ait pas, on n'en parle pas. » Votre livre raconte une catastrophe dont on parle peu, que l'on nomme le burn-out. Ce mot est souvent associé à l'effet de mode du bobo surbooké de la Startup Nation, rythmé par le rythme métro-boulot-dodo entre 9h et 16h, parce qu'il faut bien récupérer les mômes. Comment faire entendre ce qui est véritablement l'épuisement ? Comment ? Ma tentative passe par l'écriture, puisque c'est mon métier, et aussi par l'envie de dire et d'expliquer que, au-delà de l'approche souvent très individuelle que l'on a des processus d'épuisement, c'est en fait quelque chose qui est en train de nous arriver collectivement. Et pour l'avoir traversé personnellement dans ma chair et ensuite avoir partagé de nombreux engagements sur le plan de l'écologie, il y a des parallèles qui sont évidents pour moi à faire entre épuisement humain, épuisement des ressources, épuisement du vivant et tous les phénomènes d'effondrement de biodiversité. Pour moi, tout ça est le fruit d'un seul et même système qui épuise les êtres. Et donc ma tentative, c'est d'essayer de relier ces sujets, à la fois l'intime et le collectif, l'humain et le non-humain, pour voir si on peut enfin amener ce sujet dans la sphère qu'il mérite dans le débat de société. Parlons de débat de société. Sébastien Mabille, vous citez Albert Camus dans votre ouvrage donc Justice climatique. Parler un langage clair est-il à vos yeux suffisamment pour changer le rapport de force ?
comment faire entendre les modifications climatiques. S'il y a des paraphrases par rapport à un homme politique, c'est complètement fortuit. Parler le langage clair, ça suppose de qualifier les choses, de qualifier effectivement ce réchauffement climatique ou ce changement climatique comme étant une catastrophe climatique, qualifier également les atteintes multiples à la biodiversité comme un effondrement de la biodiversité. Nelly en parlait, c'est une espèce qui disparaît toutes les 20 secondes. D'ailleurs, c'est un chiffre que j'ai retrouvé dans ton livre. Et c'est bien de nommer les choses pour ne pas, dit Albert Camus, ne pas ajouter au malheur du monde. Dans votre ouvrage, Le Grand Épuisement commence avec ce sentiment du « jusqu'ici tout va bien ». Quel est l'élément déclencheur de la prise de conscience de votre ou du mal-être ? Alors, peut-être replacer dans le contexte, j'étais comme beaucoup, un burn-out, c'est un processus qui aboutit ou non à sa phase finale. Et la phase finale, c'est la phase de déclenchement de la maladie. Et ça va prendre des formes différentes en fonction des personnes. Pour moi, ça a pris la forme de l'incapacité à se lever. Un matin, mon corps ne m'a plus répondu du tout, ce qui arrive fréquemment. Mais ça peut aussi être une arrivée de l'épilepsie, par exemple, chez certaines personnes, des crises cardiaques, des AVC, des maladies cardiovasculaires. Quelque chose qui va quand même être d'apparence soudaine, mais qui est en fait la résultante d'un processus long. Et comme toute personne qui est allée en phase finale d'un burn-out, je ne l'ai pas vu venir, même si en fait, en vrai, on pourrait le voir venir avec le recul. Je vois bien qu'il y avait eu beaucoup d'éléments déclencheurs. Et donc ma prise de conscience est arrivée bien après. J'ai vraiment mis du temps en fait à comprendre ce qui m'arrivait, parce que la première chose, c'est la sidération, la colère, la honte, l'incompréhension de ce corps qui ne répond plus. Faut arriver à le vivre quand même une fois dans sa vie, de vouloir ouvrir les yeux, de vouloir lever un bras et que ça ne marche plus. Tout ce qui a fonctionné pendant 33 ans ne fonctionne plus. Et il faut trouver d'autres leviers. Pour vous donner une idée, j'ai dormi 22 heures sur 24 pendant un mois, puis 20 heures sur 24 le deuxième mois, et mon état s'aggravant, j'ai été hospitalisée. Donc les premiers 6 mois, c'était vraiment une impossibilité de comprendre. C'est vraiment 2 ans après, j'ai d'abord passé la phase de la maladie honteuse, la maladie responsabilité personnelle. Je n'étais pas assez forte, j'étais faible, un peu toutes les idées reçues qu'on a sur les personnes qui craquent, entre guillemets. Et il a fallu 2 ans plus tard, quand la sécurité sociale m'a dit terminer la maladie et que le médecin du travail m'a dit impossible de retourner travailler, je leur ai dit mais en fait il va se passer quoi maintenant pour moi ? Et on m'a dit c'est simple, vous allez aller au chômage, vous allez remplir un dossier de travailleur handicapé. Et puis voilà, donc j'ai changé de case et je leur ai dit mais si vous me dites que je peux pas travailler, est-ce que je peux chercher du travail ? Voilà. Et donc j'ai été rencontrer des médecins du travail, notamment des spécialistes, une dame en particulier qui s'appelle Agnès Martineau-Darbe et qui avait participé à élaborer le tableau clinique du burn-out et à essayer de défendre les projets des députés. À l'époque, on était en 2015, qui essayaient de le faire passer en maladie professionnelle. Et grâce à cette femme, j'ai compris que ce qui m'était arrivait à plein de gens. J'ai rompu ma solitude et elle m'a aidé à comprendre des choses que j'explique dans le Grand Épuisement et ensuite que je transpose au collectif de ma propre initiative cette fois. Il y a un exemple que vous donnez dans l'ouvrage, celle d'un homme là, qui passe ses journées assis sur une chaise. Je trouvais que c'était aussi... ça bousculait la compréhension en fait, du récit que vous faisiez, qui est malgré tout dans votre ouvrage un peu progressif. Un peu. Mais là, ça marque réellement ce que peut provoquer le burn-out avec des formes différentes. Oui, c'est une citation que j'ai trouvée dans un livre d'artiste de Sophie Calle. Elle récoltait des témoignages et c'était en 1972, donc on n'imaginait pas encore que d'un coup un corps pouvait s'arrêter comme cela en 1972. Et en plus c'était un homme, donc anti-cliché. Voilà, ça me plaisait bien. Alors, pour rebondir sur justice climatique, votre ouvrage commence... avec les différents rapports du GIEC, vous parlez non pas de quantité de gaz à effet de serre consommé, mais celui qui reste à consommer. Y a-t-il un élément déclencheur, à vos yeux, de la prise de conscience du mal-être à cette crise climatique, un peu comme le parallèle avec Nelly ? Le parallèle, il est évident, puisque en fait, dans le livre de Nelly, elle explique comment c'est le corps qui lâche au niveau de l'individu. Et là, notre corps collectif
à nous, êtres humains, c'est finalement cette planète Terre. Nous n'avons pas de plan B, même si certains rêvent de s'installer sur Mars. Il faut quand même rappeler que les conditions d'habitabilité n'y sont pas présentes, même si ça peut paraître évident. Donc nous n'avons qu'une seule planète Terre qui est en train, effectivement, de vivre une sorte d'effondrement de la biodiversité, on l'a dit, 6e extinction de masse des espèces, la première qui est due à une seule d'entre elles, et également cet effondrement du système climatique qui nous guette. Et tu parlais, Nelly parle dans son livre de tu le rappelais, cette première phase de sidération lorsqu'on est confronté à un tel phénomène. Et c'est un peu ce que nous, juristes, scientifiques, toutes les personnes qui travaillent sur cette question du climat, le sentiment qu'on peut éprouver quand on comprend finalement les enjeux qui sont en cours. Moi, ça fait maintenant, tu l'as rappelé, ça fait maintenant 6 ans que je suis en bataille judiciaire contre Total Energy, sur un procès qui devrait, je l'espère, se plaider devant le tribunal judiciaire de Paris à la fin de l'année 2025, à la fin de cette année. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur ces questions-là, en épluchant les rapports du GIEC, en rencontrant et en discutant, en échangeant avec les climatologues, Valérie Masson-Delmotte, Christophe Cassou. En fait, ce qui se joue, c'est vraiment les conditions d'habitabilité de la Terre. Et c'est finalement, à travers cet effondrement du système climatique, c'est davantage l'effondrement de notre mode de vie, de notre espèce, puisque la Terre nous survivra, d'autres espèces nous survivront, même si dans cet effondrement, nous embarquerons un très grand nombre et un trop grand nombre d'autres espèces. Ce qui se joue, et ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre au début, c'est finalement quel est le sens de la norme juridique qui est fixée à l'article 2 de l'accord de Paris et qui demande aux 197 États signataires de cet accord de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'au-delà de cette limite de 1,5 degré, nous rentrons dans une zone de grand danger dans laquelle une certaine des parties du monde pourront potentiellement devenir inhabitables en raison en tout cas au moins partiellement en raison d'effets cumulés de la chaleur et de l'humidité. C'est ce qu'on appelle la température humide, la bulle humide, qui peut provoquer des décès en masse, et dans lequel le corps, tout simplement, ne peut plus se refroidir. C'est au-delà de 30-35 degrés de température et de 100% d'humidité que cette température humide est atteinte et que le corps est exposé à un risque de mort dans les heures qui suivent. C'est aussi la montée des eaux, un phénomène qui va se prolonger, même si on ramène nos émissions à zéro pendant plusieurs siècles, pour atteindre entre les différents, selon les niveaux d'ambition, entre 2-3 mètres jusqu'à 9 mètres pour un réchauffement à 4 degrés. Et surtout, c'est le risque, au-delà de 1,5 degré, d'activer des boucles de rétroaction, ce qu'on appelle les tipping points en anglais. 15 ont été identifiés dans le monde, qui alimenteraient eux-mêmes le réchauffement. Je l'explique, c'est par exemple la fonte de la banquise arctique qui modifie la circulation océanique dans l'océan Atlantique, qui modifie le cycle des précipitations dans l'hémisphère sud, et donc des baisses de précipitations en Amérique du Sud, une Amazonie qui s'assèche, une Amazonie qui a un puits de carbone, qui a cet assèchement alimentant des incendies géants qui eux-mêmes aggravent le réchauffement climatique. Donc c'est un phénomène de cercle vicieux avec un risque, et c'est finalement celui-là qui, d'un point de vue éthique, est le plus important, qui est un risque d'irréversibilité. C'est-à-dire que quand bien même nous ramènerions nos émissions à zéro et atteindrions la neutralité carbone, le réchauffement climatique continuerait à s'aggraver jusqu'à ce que la Terre retrouve un autre état stable, mais à des niveaux de température qu'aujourd'hui personne ne peut estimer. Et donc cette zone de grave danger est située entre 1,5 et 2 degrés. C'est là que s'activeront les boucles de rétroaction qui pourraient nous faire perdre tout contrôle sur le système climatique mondial. Donc c'est ça l'enjeu, c'est ça qui se joue, et le temps est hélas limité pour l'éviter. Vous parlez donc d'un système. Nelly Pons, dans votre ouvrage, vous dites que l'épuisement est un système, alors tu peux entrer en résistance, et ça change tout.
Quelle a été la résistance à votre épuisement ? On brûle vachement les étapes, parce que là, on arrive en fin de livre, il y a tout un processus. Dans la notion de résistance, ou dans ma manière de résister, j'ai envie de citer une phrase que j'ai pas mis dans le livre, elle n'a pas trouvé sa place, mais c'est Krishnamurti qui disait « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade ». Et ma manière de résister, c'est une manière de dire et d'essayer de ne pas se sentir obligé d'embrasser le monde tel qu'il est, si c'est un monde qui nous fait sortir des conditions d'habitabilité de la Terre, si c'est un monde qui nous épuise, si c'est un monde qui ne fait qu'accroître les inégalités et les injustices sociales, et que peut-être, au lieu de se sentir soi-même malade et inadapté à un monde, on pourrait au contraire revendiquer d'être en pleine santé mentale et d'essayer au contraire de se relier, de chercher une manière d'être au monde, à la fois individuelle mais aussi et surtout collective, puisque c'est un sujet qui est éminemment politique et collectif, tout ça, d'influer sur ces facteurs, d'essayer de minimiser tous les impacts négatifs, voire même carrément de faire société autrement. Moi, c'est ça qui m'anime, et donc voilà, c'est très peut-être rêveur, ambitieux. En tout cas, l'idée, c'est pas forcément d'y arriver ou de savoir si on va y arriver. L'idée, c'est de se mettre en chemin. Pour moi, ça a été de retrouver une dynamique de vie dans ce chemin-là. Et ça remet dans la vie, à la fois individuellement et puis peut-être que dans une empreinte plus positive pour le monde. Je vous propose une petite pause lecture à nouveau, la page 114-115. Jamais tu ne t'es senti aussi seul qu'au poste de direction. Seul à détenir les clés de la compréhension, de tous les engrenages tenants et aboutissants, les enjeux, les stratégies, les guerres d'ego, la crasse dans les recoins et la lumière qui se fait attendre. Seul face à tous. Devant les salariés, tu justifiais les décisions du conseil d'administration. Face aux administrateurs, tu te portais garante de l'équipe. Bec et ongles, tu en défendais les membres, tous les membres, même ceux qui n'ont jamais su, même ceux qui t'ont tourné le dos. Nul ne connaissait toutes les arcanes des décisions. Des pièces du puzzle seulement. Tenir le puzzle ensemble, telle était ta mission. L'efficacité du tout en dépendait. Toute direction le sait. Toute personne en responsabilité connaît. La solitude de l'interstice. Bien sûr, tu avais des alliés. Des contradicteurs aussi. Et ils font autrement plus de bruit. Bien sûr, il a chauffé le fusible. Touché. Avec des licenciements à mener, une restructuration à porter, il a sauté le fusible. Coulé. Littéralement fondu. Chaque souffrance était ton échec, irrecevable. Touché, coulé. Alors une question pour vous deux. Jusqu'où nos actions sont-elles responsables de nos dysfonctionnements ? De quoi sommes-nous tous responsables ? La question de la responsabilité, elle est toujours très délicate à aborder, comme celle de la résistance d'ailleurs, on en a parlé ce matin à la radio. Elle est délicate parce que notre mode est fait d'injonctions et aussi fait de personnalisation des mots. Par exemple, j'ai beaucoup enquêté sur la pollution plastique. La stratégie des industriels, c'est de responsabiliser les citoyens, de dire ce sont les citoyens qui sont sales. C'est pour ça qu'on a un problème de pollution plastique. Si les citoyens mettaient le déchet dans la bonne poubelle, on n'aurait pas de pollution, ce qui est archi faux. Mais archi faux. Je ne vais pas vous faire une conf plastique, ça dure 1h30. Mais croyez-moi sur parole, c'est la journée de la science, j'ai écouté les scientifiques, c'est faux. Donc, faire porter la responsabilité sur l'individu, c'est aussi une stratégie. Et d'ailleurs, Sébastien en parle extrêmement bien dans son livre, puisqu'on parlera tout à l'heure de la lutte des classes, des inégalités, et de tout ce qui se joue à ces endroits-là. Et donc, c'est une stratégie. Et en même temps, c'est quand même important de ne pas se déresponsabiliser non plus, de ne pas jouer ce jeu de ping-pong, j'appelle ça le ping-pong de décharge de responsabilité. Ah non mais moi en tant que citoyen je peux rien faire, c'est eux les grands méchants, les industriels, les politiques, et puis tant qu'ils changent pas, moi je changerai pas. Ou inversement dire bon voilà, vous avez compris le truc. Donc c'est pour ça que c'est très délicat. Donc nous sommes responsables de nos actions dans la mesure où il pourrait nous rester une part de libre arbitre. Et le libre arbitre, nous ne sommes pas égaux face à ça non plus, parce qu'on ne vit pas tous dans la même situation. Une femme seule avec 4 enfants qui travaille la nuit ne va pas avoir la même latitude pour dire non, je ne licencierai pas cette personne, par exemple, qu'une personne qui est plus confortablement installée. On n'a pas tous les mêmes outils culturels, on n'a pas tous le même entourage. Donc,
c'est aussi quelque chose qui divise dans notre société, cette responsabilisation individuelle. Donc je pense qu'il faut en faire attention. On se fait les juges les uns des autres. Il y a les bons écolos, les mauvais écolos, ceux qui font bien, ceux qui font pas bien. En revanche, quand même, se sentir partie du monde, se sentir acteur du monde, c'est aussi une manière de reprendre de la capacité d'agir. Et c'est aussi, pour moi, j'aime pas le terme de solution, mais dans les pistes que l'on peut explorer pour se sentir mieux et pour avoir un impact sur ce monde. Donc voilà, j'ai répondu un peu longuement, mais parce que c'est ambivalent et en même temps, les deux me semblent importants. Moi, je voudrais rappeler deux définitions intéressantes que j'ai retrouvées dans ton livre. Cognition. Processus par lequel un organisme acquiert la conscience des événements et objets de son environnement. Et conscience, du coup, faculté qu'a l'être humain de connaître sa propre réalité et de la juger. Et en fait, c'est peut-être de la conscience qui nous manque pour assumer notre responsabilité. Responsabilité que, avec une citation du philosophe allemand Dietrich Bernbacher, l'étendue de la responsabilité de l'homme se mesure à l'aune de sa capacité à éviter les risques que son activité fait courir aux autres. Donc en fait, l'étendue de la responsabilité qui repose d'abord sur la conscience, sa capacité à juger de sa propre réalité, et qui elle-même dépend de la cognition, sa capacité aussi à comprendre les tenants et aboutissants de son environnement. Mais la responsabilité, c'est quelque chose qui va au-delà et qui est différencié selon les individus. C'est-à-dire, quand on parle de capacité, la définition que je viens de donner de la capacité à éviter aux autres le risque, c'est plus en fait la personne a un poids sur la société, en tout cas un impact sur la société, plus sa responsabilité est étendue. Et plus sa connaissance également, qui découle de sa conscience, est importante, plus elle a une responsabilité importante. Et donc si on transpose ces concepts à la question climatique des émissions de gaz à effet de serre, ça suppose que plus un individu, une personne, une entreprise ou un pays émet et a un poids important sur le climat, et émet des quantités de gaz à effet de serre plus importantes que les autres, sa responsabilité l'est tout autant. Et c'est ce qu'on appelle en droit climatique international le principe des responsabilités communes mais différenciées, qui constitue la pierre angulaire de la politique climatique mondiale depuis 1992, la signature de la Convention cadre sur les changements climatiques, et qui fait peser une responsabilité plus importante sur les pays qui ont une responsabilité historique plus importante dans la catastrophe climatique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, transposés au contentieux, ce sont des pays comme les États-Unis, comme la France ou comme les Pays-Bas qui doivent aujourd'hui rendre des comptes sur leur propre responsabilité dans la crise et la catastrophe climatique, et non pas le Lesotho, que soi-disant personne ne connaît, je ferme la parenthèse pour ceux qui suivent l'actualité, ou d'autres pays africains ou asiatiques. Et c'est aussi la raison pour laquelle on fait un procès à Total Energy, et on ne fait pas un procès à la librairie Un Point Un Trait, puisque l'empreinte carbone de ces deux entreprises, de ces deux personnes morales, est également tout à fait différenciée. En revanche, transposé aux individus, quid de ce principe, et c'est un peu l'objet de la réflexion que je développe dans ce livre. On va développer encore plus précisément là, les deux propos que vous avez tenus en questionnant souvent l'action individuelle et justifiée par le concept des petits gestes qui font les grandes actions. En quoi ce concept du colibri est-il culpabilisant de l'inaction, mais ne répond pas à la question de fond, celle de l'injustice? Alors là, c'est une question aussi pour vous deux. La question des petits gestes, elle tend aussi, en tout cas, elle a plutôt tendance à m'agacer, puisqu'elle tend à diluer les questions de responsabilité. J'avais, un moment dans le livre, j'avais calculé ce qu'il faudrait, combien de personnes il faudrait que personne abandonne l'avion, le recours à l'avion sur un trajet en Paris-Marseille,
et le substitue pour un TGV pour compenser les seules émissions du yacht de Bernard Arnault. Voilà. Et alors, j'ai plus le chiffre exact, mais on est à plusieurs dizaines de rames de TGV qu'il faudrait remplir chaque année de personnes qui renoncent à prendre l'avion pour compenser les seules émissions du yacht de Bernard Arnault. Alors, les petits gestes, effectivement, c'est important, mais finalement, ça vise in fine à diluer les responsabilités, finalement en culpabilisant tout le monde, en nous disant à tous, vous êtes tous co-responsables de cette catastrophe, puisque la catastrophe climatique, ou celle de l'effondrement de la biodiversité, est liée aux émissions anthropiques, c'est-à-dire qui sont émis par les êtres humains dans leur ensemble. Et finalement, en s'arrêtant là, on dilue totalement la responsabilité pour n'en retenir aucune. Voilà. Tandis que si on s'intéresse finalement à qui émet quelle quantité de gaz à effet de serre dans chacune des composantes de la société, on se rend compte que finalement, il y a une grande masse d'individus qui ont fait leur part d'effort, le plus souvent de manière contrainte et forcée, il faut l'admettre, et en revanche, il y en a une petite minorité qui s'accapare finalement ces émissions, ce budget carbone restant disponible, à leur profit personnel. Je vais prendre citer un chiffre, parce qu'on dit effectivement depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont plutôt eu tendance à croître, notamment alors les émissions territoriales ont baissé, mais les émissions importées ont considérablement augmenté, c'est-à-dire celles qui sont liées à des biens ou des services que nous consommons ici, mais qui sont fabriqués ailleurs. Mais il faut savoir que entre 1990 et 2015, les émissions de la moitié la plus pauvre des Français ont baissé de 24%. Et dans le même temps, celles des 10% les plus riches se sont accrues de 3%, et celles des 1% les plus riches se sont accrues de 5%. Et pourtant, malgré finalement ce différentiel important, les émissions globalement ont eu tendance à croître. Donc, en raison uniquement, non pas de cette moitié la plus pauvre des Français, puisqu'elle a contribué à la baisse des émissions, mais de ces riches et de ces super riches qui ont une responsabilité toute particulière. Les 1% les plus riches émettent dans le monde 17% des gaz à effet de serre, ce qui correspond à 1,5 fois plus que la moitié la plus pauvre des individus, c'est-à-dire 88 millions de personnes, 1% les plus riches émettent 1,5 fois plus que 3,5 milliards d'individus, et les 10% les plus riches sont responsables, quant à eux, de 10% de la moitié des émissions. Si bien que si on s'arrêtait à 90% de la population mondiale la plus pauvre, il n'y aurait pas de catastrophe climatique, il n'y aurait pas de crise climatique, il n'y aurait pas de GIEC, il n'y aurait pas d'accord de Paris, et le climat, la question du réchauffement du climat ne serait pas une question. Donc finalement, ce n'est pas un problème anthropique, ce n'est pas un réchauffement anthropique, c'est un réchauffement qui est lié, qui est complètement corrélé à des inégalités économiques et à un mode de consommation, un mode de prédation des ressources de la classe, en tout cas de l'élite économique mondiale. Peut-être pour un éclairage sous un autre angle qui est complémentaire à celui de Sébastien, la question des petits gestes a beaucoup été critiquée, notamment avec Pierre Rabhi, qui était le promoteur de cette question du colibri et qui a pour autant mis beaucoup de gens en mouvement dans leur vie. Et la critique qui est faite, et je suis assez d'accord, c'est que ça a tendance à, et là Sébastien vient de le démontrer sur la question du climat, à dépolitiser le débat. Quand on va se focaliser et diluer la responsabilité, on dépolitise en fait. Et donc là-dessus, c'est problématique. En revanche, pour donner beaucoup de conférences sur les pollutions de manière systémique, quand je vois un parterre de personnes qui à la fin ont les bras qui tombent en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait, c'est-à-dire à un moment donné comment est-ce qu'on peut embrasser le systémique, j'ai quand même envie de dire que la mise en mouvement de soi permet à un moment donné de comprendre vraiment dans son quotidien où commence l'individuel et où est-ce qu'il s'arrête et où commence le collectif, où est-ce qu'on a une marge de manœuvre, un pouvoir d'agir, un choix qui nous appartient et où est-ce qu'on est pris au piège d'un système. Je dis n'importe quoi, une grande partie de la pollution plastique vient de nos pneus des voitures que l'on respire quotidiennement et que l'on retrouve dans la fonte des glaces de l'Arctique. On peut agir sur peut-être les emballages alimentaires, le jetable, mais comment on fait pour agir sur les pneus, voilà. Et donc je n'opposerai pas en fait les démarches. Moi, le livre de Sébastien, je le trouve très courageux et il m'a beaucoup plu. Et pour autant, on a tendance à toujours dire c'est où les petits gestes, où la question politique. En fait, je me dis c'est
et on a un triptyque d'acteurs dans la société qui sont les citoyens, les industriels, les politiques. Et comment est-ce qu'on fait travailler tout ça ensemble ? Sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure du déchet et de la poubelle, se focaliser sur le petit geste dans un monde complexe, c'est passer à côté des problèmes, parce que l'immense majorité des plastiques ne sont pas recyclables. Donc, ça sert à rien. Enfin, il faut recycler parce qu'il faut cheminer vers une économie circulaire de la matière. Il faut apprendre ces gestes-là pour le monde de demain. Mais aujourd'hui, c'est inopérant. Et ça, on ne nous le dit pas. Donc, aussi, par exemple, si en tant qu'individu, je veux réduire quelque chose et que je remplace par du coton ou du papier, je vais aggraver d'autres crises. En fait, on est dans un monde qui est complexe, où les crises que l'on affronte sont systémiques. On est face à des limites planétaires. Sébastien a beaucoup travaillé sur celle du climat. Il connaît bien aussi celle de la biodiversité. Ce sont 2 seulement des 9 limites planétaires. Nous en avons dépassé 6 sur les 9. Il y a par exemple l'acidification des océans, la couche d'ozone, les cycles de l'eau, les cycles de l'azote et du phosphore. Nous avons dépassé 6 limites planétaires. Et donc en fait, le problème du geste individuel, c'est qu'il se situe à un endroit qui déplace. On a besoin structurellement en fait de traiter ces sujets. Voilà. Et pour autant, chaque individu a besoin de se sentir partie prenante de ce monde et donc de se mettre en mouvement. Donc je dirais c'est et. Mais ce que aussi rappelle le GIEC, c'est important, c'est de dire que les changements individuels de consommation visant à limiter la consommation d'énergie et de ressources permettraient de diminuer de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre. Uniquement ces changements individuels, sans parler de tout ce qui nous enferme dans un système. Donc effectivement, c'est important d'un point de vue collectif, d'un point de vue politique. Après, d'un point de vue individuel, il ne faut pas stigmatiser les gens, ce que je dis, par rapport, les culpabiliser par rapport à ces petits gestes. Mais en revanche, d'un point de vue individuel, et moi je suis le premier à avoir, en tout cas, adopté toute cette série de petits gestes. Et ce livre aussi résulte aussi d'une démarche, en tout cas d'un constat empirique que j'ai fait lorsque j'ai quitté cette bulle parisienne où on vit un peu d'une façon très différenciée des Français pour me réinstaller dans ma région d'origine et en achetant un MAS qui était équipé d'une chaudière au gaz devant acquérir des véhicules. Je me suis dit avec mon compagnon comment est-ce qu'on va faire les choses bien justement pour finalement se situer en accord avec notre conscience et avec nos engagements. Donc on a démantelé la chaudière, on a acheté des pompes à chaleur, on a installé une borne de recharge de voitures électriques, on a voulu installer des panneaux solaires, la BF nous l'a interdit, mais on a créé un potager, un champ maraîcher, et tout ça nous a coûté beaucoup d'argent. On a bien isolé la maison, etc. Enfin, on a fait le petit citoyen modèle climatique. Et je me suis rendu compte, alors moi en tant qu'avocat parisien, je me situe parmi ces 10% les plus riches. Et donc j'étais en capacité de faire ce changement. Et ce changement par rapport, si j'étais resté sur un mode de vie classique ultra carboné, le différentiel en termes d'émissions est important à l'échelle d'un individu. Et donc j'ai eu un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus important que peuvent l'avoir la majorité des gens qui sont enfermés dans des modèles ultra carbonés. Ce qui suppose, et c'est là où je me suis dit que la responsabilité des plus riches était d'autant plus importante que, de un, ils ont la capacité à faire baisser leurs émissions, c'est-à-dire les moyens financiers à transitionner vers des modes d'énergie, des modes de consommation beaucoup moins consommateurs en ressources, ce qui suppose aussi peut-être un certain nombre de renoncements individuels, notamment prendre l'avion pour aller en vacances, etc. Mais c'est pas non plus, on parle pas de choses qui sont totalement inaccessibles. Et les plus riches sont en capacité de le faire et ils auront un impact s'ils le font en masse, ils auront un impact significatif pour le climat, puisque 10% des personnes, ça représente la moitié des émissions, encore une fois. Et donc, cibler les politiques publiques vers ces 10% les plus riches permettrait d'être beaucoup plus efficace, parce qu'en ciblant un nombre limité de personnes, finalement, on gagne en efficacité, et ça rendrait
acceptable toute autre mesure future qui s'appliquerait aux 90%, aux 90% restants. Et finalement, c'est un petit peu ce que dénonçaient les Gilets jaunes lors de l'établissement de la taxe carbone en 2017-2018, c'est finalement cette injustice où eux se considéraient finalement enfermés dans un modèle carboné dans lequel ils ne pouvaient pas sortir. Et je pense que les gens qui vivent dans cette région sont bien conscients des difficultés de recourir au transport en commun lorsqu'il n'existe pas, ou d'acheter des voitures électriques quand on voit le prix qu'elles coûtent, ou de changer de mode de chauffage, ou d'isoler son logement, et alors même que les politiques climatiques tendent à exempter les plus riches de tout effort collectif. Et c'est ce que dénonçaient les Gilets jaunes par rapport à quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire que le kérosène des avions principalement utilisé par les plus riches, mode de transport principalement utilisé par les plus riches, qui lui est complètement détaxé, alors que l'essence qu'on utilise pour aller travailler, se déplacer, se soigner ou aller au supermarché est très fortement taxée. Vous opposez... Nelly Pons, dans votre ouvrage, vous opposez l'individualisme, la diversité de la vie. En quoi la relation, et dites-vous le tissage de nos interdépendances, est-elle constitutive de l'humanité ? En fait, ça m'a marqué parmi les choses qui me heurtaient quand j'étais enfant, et pourtant la science n'était pas encore alignée avec ça. C'était quand j'étais au collège, on nous apprenait que l'homme était en haut de l'échelle là, de la pyramide. Et pour des raisons... que j'arrive pas à expliquer de manière extrêmement intuitive, c'était quelque chose qui me choquait profondément. J'étais pas d'accord avec cette chose-là, et pourtant c'est ce qu'on nous enseignait. Et heureusement, la science a continué d'avancer, d'évoluer, et aujourd'hui elle ne représente plus du tout sous forme d'arbre l'évolution, mais sous forme de buisson, quelque chose d'extrêmement buissonnant, où nous sommes une espèce parmi les espèces, avec nos particularités, certes, mais comme chaque espèce a ses particularités. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que pendant longtemps, nous avons choisi, par exemple dans la théorie de l'évolution de Darwin, de mettre l'accent sur une partie de son travail, qui est la mise en valeur de la concurrence dans la nature, en disant que les espèces évoluent grâce à la concurrence, la prédation, ce qui nous a permis en tant que grands prédateurs de nous situer en haut de la chaîne. Et au même titre que la science a beaucoup évolué sur ces questions, et elle rejoint aujourd'hui, je trouve, des questions beaucoup plus éthiques, et qui étaient déjà présentes dans la théorie de l'évolution de Darwin, mais sur lesquelles on n'avait pas mis suffisamment l'accent, c'est que certes, il existe de la concurrence et de la prédation dans la nature, mais il existe aussi et surtout de la coopération, du mutualisme, de la symbiose, et donc de l'interdépendance. Et dans tout ce cheminement de compréhension qui a été le mien, il y a cette envie, en fait, de s'inspirer de la manière dont le vivant s'organise, de ces dynamiques-là. Et donc, pour finir, l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur ce que la science nous raconte aujourd'hui sur la diversité du vivant, et de voir comment nos sociétés pourraient s'en inspirer. Parce qu'on vit dans des sociétés, par exemple, de la monoculture, du monopole. On raisonne en silos, on divise, on sectorise, et on fait tout... On rejette l'autre, on rejette la différence, on crée des murs au lieu de tisser des ponts, et ça ne s'arrange pas dans le monde qu'on est en train d'accélérer vers son propre mur. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser à la fois ce que la science nous a démontré, la science du vivant, et à la fois ce qui rejoint une éthique et des valeurs qui ressemblent beaucoup plus à ma perception du monde, de voir comment on pourrait justement remettre de la diversité, remettre de la coopération, embrasser la complexité, accepter que l'autre, dans sa différence, est une richesse, puisque c'est la base de l'évolution. On a évolué grâce au contact de la différence, sinon on dégénère en fait. Et donc ne dégénérons pas tous ensemble. C'est ça que je cherchais à dire. Sébastien Mabille, vous évoquez aussi dans votre livre la laideur morale, induite par ce que Naomi Klein appela la barbarie climatique. En quoi le climato-scepticisme aboutit à la hiérarchisation des individus et bafoue la notion des droits humains. Finalement, ce qui est en jeu également, c'est la question de l'universalité des droits humains qui découle des Lumières et qui a été consacrée au sortir de la Seconde Guerre mondiale par la Déclaration universelle des droits de l'homme. À partir du moment où finalement cette injustice climatique, ces injustices climatiques qui font que, et c'est vraiment la spécificité du climat, que ce sont les individus les plus pauvres et qui ont le moins de responsabilités dans cette catastrophe, qui en subissent le plus durement les impacts.
que ce soit au niveau international, on voit avec les cyclones, où on a vu la population mahoraise, où ce sont les personnes les plus défavorisées, les plus en précarité, qui ont tout perdu. Et ces événements climatiques extrêmes frappent plus durement les personnes les plus pauvres. On l'a vu également à Valence à l'automne. Ce sont les quartiers les plus pauvres qui ont été les plus durement frappés. On l'a vu également, un des premiers événements qu'il a montré de manière criante, c'est l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, où les populations les plus pauvres ont même été chassées en grande partie de la ville, puisqu'elles n'ont pas été en mesure de revenir après les ordres d'évacuation dans une ville où, en l'année suivante, les loyers et le prix de l'immobilier a pris 100 à 200%, c'est-à-dire a été multiplié par 2 ou par 3. Et donc, finalement, à partir du moment où on ne met pas en place des politiques publiques visant à compenser ces injustices climatiques, on rentre dans ce que Naomi Klein qualifie la barbarie climatique, c'est-à-dire considérer que le paysan qui a tout perdu et qui vient trouver refuge en Europe, pays responsable de l'événement, en tout cas qui a contribué à la réalisation de l'événement en raison d'un mode de vie dont il n'a pas profité. Et lorsqu'on voit que ces personnes sont refoulées, sont stigmatisées, voire meurent noyées dans l'indifférence au milieu de la Méditerranée, on atteint une sorte de barbarie où on remet en cause finalement la question de l'universalité des droits humains et la capacité acquise de toute personne, en tout cas le fait qu'elle doit s'émanciper pour pouvoir vivre en dignité. Et c'est la remise en cause de ces principes-là qui est en jeu sous la pression de la catastrophe climatique et qui se traduit par des comportements ou par des discours de plus en plus égoïstes, de plus en plus isolationnistes, comme on peut le voir et comme de manière criante aux États-Unis actuellement. Alors je propose à Nelly de lire la page 129 de Justice climatique. À l'avenir, même des pertes graves de liberté seront susceptibles d'être justifiées au regard du principe de proportionnalité du droit constitutionnel en vue de lutter contre le changement climatique. C'est justement de ce fait que découle le risque de devoir accepter les pertes substantielles de liberté. Le devoir de protection va de pair avec l'impératif de prendre soin des fondamentaux naturels de la vie, d'une manière qui permette de les léguer aux générations futures, dans un état qui laisse à ces dernières un choix autre que celui de l'austérité radicale, si elles veulent continuer à préserver ces fondements. La lutte contre la catastrophe climatique est une lutte qui n'ouvre pas de nouveaux droits. Elle n'est pas émancipatrice, mais a une visée conservatrice. En quoi cela est-il le reflet de la complexité de cette lutte ? Cette lutte est complexe parce qu'effectivement, par rapport aux luttes passées, on était dans une démarche émancipatrice pour gagner de nouveaux droits, des droits sociaux, des droits personnels, des droits, le mariage pour tous, etc. Là, on cherche finalement à conserver l'exercice des droits que nous exerçons aujourd'hui. Et quand la citation qu'a lue Nelly, quand on parle d'austérité radicale, ce sont pas mes mots, ce sont ceux de la Cour constitutionnelle allemande, de la Cour de Karlsruhe, qui, au nom de ce principe d'équité intergénérationnelle, a censuré la loi climat allemande et a demandé au législateur allemand de revoir sa copie parce qu'il répartissait le budget carbone de manière totalement inégalitaire en permettant aux générations présentes, en tout cas d'ici 2030, d'émettre des quantités encore importantes de gaz à effet de serre et de reporter l'effort de réduction après 2030, entre 2030 et 2050, et un effort qui serait tel que ça exposerait les plus jeunes, ceux qui nous suivront, à un risque d'austérité radicale. Finalement, ce que dénonce la Cour constitutionnelle allemande, les juges constitutionnels, c'est le risque d'une sorte de dictature verte qui serait contrainte par la brutalité des événements et par la rapidité du réchauffement climatique de prendre des mesures qui seraient très attentatoires à nos libertés
liberté face à un risque existentiel. Et on l'a déjà vu par le passé, dans le passé récent, à travers la crise sanitaire, où finalement tout ce qu'on demande en matière de climat, on l'a réalisé de manière contrainte en quelques jours, voire quelques heures, lorsqu'on a été confiné, à ne plus pouvoir ou à limiter radicalement nos déplacements, nos interactions sociales. Et là, on était vraiment dans cette situation d'austérité radicale. Sauf que la crise sanitaire a été peut-être, en tout cas ces restrictions massives de liberté ont peut-être été acceptées parce qu'elles étaient nécessairement temporaires. On savait qu'on était sur un événement qui allait se terminer à un horizon temporel assez proche. Et d'autre part, accepter ces restrictions de liberté apportait à l'individu qui s'y soumettait un avantage personnel d'avoir une exposition moindre au risque de contracter le virus et donc de tomber malade. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas en matière de climat, puisque la crise n'est pas temporaire, mais elle est appelée à durer et à se prolonger, y compris au-delà de notre propre vie. Et nos gestes individuels n'apportent finalement aucun bénéfice autre que celui de se situer en accord avec sa conscience, mais aucun bénéfice individuel. Voilà. Et en revanche, parce que ceux qu'on nomme les passagers clandestins, ceux que j'appelle aussi les gloutons du carbone, peuvent tout à fait librement dilapider le budget carbone restant, voilà, pour des usages qui sont aussi personnels que futiles. Et donc à un moment, il faut bien s'interroger, si on considère qu'on a un budget carbone limité et qu'on doit, que les émissions de gaz à effet de serre qui sont tout à fait nécessaires pour l'exercice de nos droits et libertés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se vêtir, s'alimenter, se déplacer, se soigner sans émettre de gaz à effet de serre. Voilà, c'est la réalité. Mais même dans un monde qui sera neutre en carbone, on aura toujours des avions qui continueront à voler. Voilà. Mais est-ce que ça sera des jets privés pour amener des ultra-riches à Ibiza, des vols pour aller amener des touristes en masse sur les plages thaïlandaises, ou est-ce qu'on laissera les Canadair éteindre les incendies ou des avions médicaux transporter des organes pour des malades en attente de greffe? Voilà. À un moment, ces choix, il va falloir les faire et donc s'interroger sur finalement la finalité de ces émissions. Et c'est ce que le professeur Henri Chou qualifie, en tout cas distingue ce qu'on appelle les émissions de subsistance des émissions de luxe. Il considère que les émissions de subsistance sont celles qui sont nécessaires à assurer nos besoins fondamentaux, et les émissions de luxe sont celles, alors effectivement la distinction est parfois difficile, mais en tout cas celles qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de ces droits fondamentaux. Et il considère que tant qu'il y a une partie de l'humanité qui n'est pas en mesure d'assurer ses besoins fondamentaux à travers ces émissions de subsistance, on ne devrait pas tolérer ces émissions de luxe. Voilà. Et donc interdire, ne plus tolérer des jets privés, des super yachts, etc. Ces biens et ces services ultra carbonés qui conduisent à une dilapidation du budget carbone restant disponible. Nelly, dans votre livre, vous écrivez que c'est dans la résistance que tu trouves tes poches d'air, dans l'insoumission que tu parviens à respirer. Cela fait-il écho à la notion de lutte des classes induite par la catastrophe climatique dont parle Sébastien Mabille? Oui, d'une certaine manière, je pense que ça fait écho dans la mesure où il y a cette question d'appartenance qui est sous-jacente. Pendant longtemps, je me suis sentie seule et inadaptée, je le disais tout à l'heure. Et en fait, j'ai compris, devenant adulte et lisant la science, étudiant la science, que finalement, je n'étais pas tant inadaptée, que c'était le monde qui semblait inadapté puisqu'il nous conduisait hors des zones de contrôle. Et dans cette question de l'appartenance, c'est la même question que celle de la relation. C'est-à-dire, à un moment donné, je parle de la condescendance dans mon livre. Qui sommes-nous pour nous juger supérieurs à quiconque entre êtres humains? Et je vais même jusqu'aux autres espèces, puisque c'est ma fibre première, cette question écologique. Et donc la question de l'injustice, elle est fondamentale en fait dans ces ressentis-là. Quand on cherche sa place dans le monde et quand on est en quête de sens, on ne peut que embrasser ces questions d'injustice. Notamment, j'ai envie de vous dire que dans ce qui propulse dans la maladie, dans toutes les histoires de burn-out individuelles, on retrouve trois invariants, trois choses fondamentales, qui sont la perte de sens, l'injonction contradictoire ou paradoxale, vous l'appelez comme vous voulez,
et le conflit de valeurs. Donc plus vous êtes, et c'était mon cas, dans un lieu, et c'est le cas, et c'est pour ça que les soignants sont très impactés, les professeurs, tous les métiers humains, profondément humains, sont très impactés, c'est que plus vos valeurs sont importantes, moins vous allez supporter la contradiction, la perte de sens et l'injonction contradictoire, toutes ces choses-là. Et le profil des personnes à risque, puisqu'il y a quand même des personnalités à risque, même si on est face à un processus qui est systémique, et dans les personnalités qui ont été identifiées, il y a notamment des personnalités qui ont un sens très exacerbé de la justice. Et donc les injustices et la petite médiocrité quotidienne est insupportable pour ces personnes-là, dont apparemment je fais partie. Et donc oui, dans ce sens-là, c'est très corrélé à la question de l'injustice climatique et des inégalités qui, attention, sont en train vraiment de se creuser. C'est-à-dire que, au nom, on a brandi le progrès et qui a vraiment permis à nos sociétés d'accéder à tout un tas de choses qui ne sont pas à remettre en question. On est bien d'accord, tout n'est pas à remettre en question. Mais au nom de ce progrès, soi-disant, on a amené tout le monde vers un mieux, alors qu'en fait, tout est en train de décliner. La santé mentale est en train de décliner, la santé physique est en train de décliner, les inégalités sont en train de s'accroître, la faim dans le monde est à nouveau en train de s'accroître. Donc c'est important aussi de réviser notre logiciel. En fait, on a justifié ces faits et gestes de cette modernité au nom de ces améliorations qui ont eu lieu, fut un temps, et qui aujourd'hui se sont aussi retournées contre nous. Donc pour moi, c'est très, très lié. L'homme de droit que vous êtes défend les différentes condamnations des États lorsqu'ils abusent. L'exemple que vous avez donné sur la cour de Karl Schruhe. Est-ce que cela peut être suffisant face à la tendance de certains partis ou même de gouvernements de plus en plus nombreux qui s'opposent aux normes, aux contraintes, aux droits, mettent à mal toutes les notions de justice ou ce qui encadre la justice, c'est-à-dire les lois, au nom d'une certaine notion de liberté. De quelle liberté parle-t-il et que permet le droit face à cela? Ça fait écho à ce qu'expliquait Nelly tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes partie intégrante du vivant, et le vivant est une somme d'interactions et de coopération. Et donc ces interactions et ces coopérations dans une société internationale se traduisent, ou dans toute société, se traduisent par le droit. C'est le droit qui va organiser ces coopérations, ces mécanismes de solidarité et ces interactions, et qui va finalement organiser les interactions entre individus et entre humains et non humains, et qui va les organiser. À partir du moment où on remet en cause le droit, où on remet en cause la norme, au nom de ces libertés que je qualifie de libertés narcissiques, qui sont des libertés finalement de l'individu de faire ce que je souhaite, quand je le souhaite, où je le souhaite, qui ont été aussi, alors qui sont un petit peu, je m'interroge, est-ce que c'est finalement une sorte de boomerang? Est-ce qu'on ne se prend pas l'héritage de mai 68 et de ce slogan, le droit de jouir sans entrave, qui a été brandi, qui a permis à une génération d'aller sur des plages tropicales en plein hiver, de manger des fraises à Noël, de faire du ski au mois de juillet, et finalement aujourd'hui qui se traduit par finalement dans sa version la plus extrême, la plus radicale, dans cette pensée libertarienne qui a pris le pouvoir aux États-Unis, et finalement qui fait fi de toute limite et de toute responsabilité vis-à-vis de l'autre, de ses actions individuelles vis-à-vis d'autrui. Et c'est cela aussi que je dénonce dans ce livre. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de sociétés de location de jets privés, quand on s'intéresse un peu à ces compagnies, ou même de super yachts qui sont nommés comme tels, qui s'appellent sans limite, limitless, etc. C'est-à-dire que le fait, et quand on voit les projets d'Elon Musk de dépasser finalement notre planète Terre pour aller s'installer dans l'espace, on est aussi dans ce dépassement des limites. Mais
pas dans un but altruiste, pas dans une démarche de coopération, et finalement la remise en cause du droit et la remise en cause de ce système de coopération et d'interaction qui doit organiser toute société humaine. Alors vous dites, c'est bien parce que c'est l'heure bientôt, qu'il faut manger les riches. Vous citez ça. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre? De manger les riches? Apparemment, c'est une expression que je ne connaissais pas, que j'ai appris dans le livre de Sébastien. Alors déjà, peux-tu nous dire d'où vient cette expression? Enfin, comment est-ce que tu as été au contact de cette expression? Parce que moi, et pourtant je suis issue d'un milieu populaire, je ne l'ai jamais entendu. Alors c'est plutôt aux États-Unis d'ailleurs. Enfin, il y a eu d'ailleurs tout un mouvement après, dans la suite de Occupy Wall Street, etc. Et 99% de dénonciation aux États-Unis de ces milliardaires qui ne cessent de prospérer dans le monde. Et alors finalement, j'en conclus qu'il ne faut pas manger les riches, mais qu'il faut empêcher les riches. Qu'il faut empêcher les riches parce que finalement, limiter les comportements et donc les émissions des plus riches permettrait d'augmenter celle des plus pauvres, parce qu'encore une fois, pour manger, s'habiller, se nourrir, se vêtir, il faut émettre des gaz à effet de serre. Donc sortir les personnes de l'extrême pauvreté suppose d'augmenter leurs émissions. Alors ces pauvres sont autrement plus nombreux que ces riches, mais un certain nombre d'études et de travaux scientifiques sur lesquels je m'appuie et que je cite dans cet ouvrage montrent que quand bien même on permettrait aux 3,5 milliards d'êtres humains qui vivent dans des situations d'extrême pauvreté aujourd'hui d'accéder à leurs besoins fondamentaux et donc d'émettre plus de quantité de gaz à effet de serre, c'est tout à fait compatible avec les objectifs climatiques, à la condition qu'on réduise les inégalités économiques et qu'on réduise les plus riches. Et pourquoi c'est un débat aussi qui est important en France, parce que la France, malgré ce qu'on peut entendre, est d'une part un paradis fiscal pour les plus riches. C'est le 3e pays au monde qui abrite le plus grand nombre de millionnaires, derrière les États-Unis et la Chine, c'est la France. C'est le premier marché européen des jets privés. Aujourd'hui, c'est un vol sur 10 en France qui est un vol privatisé. Et c'est les 3/4 de la flotte mondiale de super-yachts qui croisent chaque été sur les côtes françaises entre la Corse et Saint-Tropez. Donc on est vraiment au cœur, finalement, enfin, on a aussi des stations comme Courchevel, etc. Donc on est au cœur finalement de ces excès des plus riches. Et le pouvoir de régulation qu'on peut avoir à l'échelle de notre pays pourrait finalement avoir un effet d'entraînement, je le crois, au niveau international, et en tout cas y avoir un effet extrêmement positif pour le climat. Voilà, mais tout ça, ça suppose d'abord de limiter et de réduire les inégalités économiques qui, comme l'a dit Nelly, ne cessent de se creuser. Et donc c'est là où la question de la justice climatique et de la justice sociale sont totalement corrélées, à partir du moment où les émissions sont totalement corrélées au niveau de richesse des individus. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce que j'ai aimé dans le livre de Sébastien, c'est que d'abord, et là on va vite, mais il prend le temps de définir, parce qu'on veut dire les riches, ça veut tout et rien dire, donc il prend vraiment le temps de définir, de donner des études scientifiques, d'étayer. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans cette question, en fait, c'est que l'acceptabilité, enfin la notion, et la crise des Gilets jaunes a été un exemple, en fait, de ce que pourrait être une injustice de mesure, en fait, qui serait favorable au climat. Et c'est cette démonstration que je trouve limpide dans son livre, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui suis anti-clivage, je suis une vraie médiatrice, j'appelle à pas stigmatiser, etc. Donc au début je me suis dit, tiens, est-ce qu'on stigmatise pas les riches à cet endroit-là? Mais la démonstration, elle est limpide, c'est-à-dire quand on voit la différence, et puis on parle pas de riches dans le langage commun, on parle vraiment de mode de vie qui dépasse même ma propre capacité à l'imaginer, en fait, qu'on puisse atteindre ces échelles-là. Donc du coup, et c'est important aussi de se rendre compte qu'on ne peut pas demander un effort collectif s'il n'a pas été demandé de réduire ce qui est le plus impactant. Voilà. Et ça, je trouve que la démonstration, elle est limpide dans ton livre. Et quand on arrive à cette question d'empêcher à la fin du livre, on a été pétri aussi de toute une démonstration, que j'ai trouvée brillante et à laquelle moi j'ai adhéré personnellement. Alors pour que vous puissiez vous situer, 1% les plus riches, on parle de personnes qui possèdent plus d'1 million d'euros hors patrimoine immobilier. C'est quand même pas tout le monde, une certaine fortune. Et les 10% les plus riches en France sont les personnes qui, par individu, non pas par ménage, par individu, gagnent plus de 4 500 € par mois. Donc effectivement, voilà, c'est une frange de la population
nombreuses, dans lesquelles, encore une fois, je m'inclus. Et encore une fois, ce livre est aussi le fruit d'une démarche empirique par rapport à ma propre responsabilité et ma propre capacité à réduire de manière assez importante mon empreinte carbone et ma contribution à la catastrophe en cours. Nelly Pons, au cours de votre ouvrage, vous avez eu le besoin de définir des mots. Vous parliez de définition, eh bien vous l'avez illustré tout au long de l'ouvrage. Parfois même d'user de mots inventés tels l'humilité, que j'aime beaucoup, que Jeanne Hénin a inventé dans son ouvrage « Les mots qu'il nous faut ». Poser ainsi les définitions, remettre en commun le langage, en quoi cela est-il nécessaire ou semble-t-il même vital pour le partage de ce texte ? Aujourd'hui, il y a eu des manifestations un peu partout en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, et les scientifiques se dressent et tout un soutien à la science se dresse pour dire, vous l'avez dit en introduction de cette soirée, c'est comme si on était un peu face à une nouvelle forme d'obscurantisme aujourd'hui et qu'on a besoin de trouver les moyens en fait de faire entendre une autre façon de voir qui permette à tous de continuer à vivre sur cette planète. Même si, évidemment, on n'est pas dans des corridors qui sont similaires à celui de la science avec les mots, ça a quand même un enjeu qui est majeur. La sémantique aujourd'hui est fondamentale parce qu'il y a systématiquement une récupération des mots et des initiatives qui vont avec, parce que les mots sont porteurs aussi d'une philosophie, d'une volonté, de concepts, de manière de se rassembler, de croire en des choses, et sont systématiquement récupérés par ce même système que pourtant on essaie de faire bouger dans ces rouages. Donc pour parler de mots qui sont pas du tout poétiques, j'aime bien prendre l'exemple de la croissance verte. Donc ça, par exemple, faire croire que on peut continuer de croître dans un monde fini. Ça rejoint la question de la liberté et de la limite, et les limites planétaires dont je vous parlais aujourd'hui. L'économie circulaire, qui est un concept merveilleux, qui dit la ressource est précieuse, elle est fondamentale. On a besoin de cheminer vers une réflexion sur l'éco-conception pour pouvoir être en circuit fermé sur la matière et moins prélevé possible. C'est une idée fabuleuse qui a été récupérée par tous les industriels et qui aujourd'hui a été vidée de son sens. On pourrait parler de mots beaucoup plus sociétaux comme celui de responsabilité ou de résistance sur lesquels on a débattu aujourd'hui. Et donc je pense que la place et le rôle des écrivains, des artistes ou des penseurs et des philosophes, c'est de continuer à réfléchir, de continuer à se battre pour que certains mots ne soient pas dévoyés de leur sens, ou pourquoi pas inventer, comme le fait Jeanne Hénin, des nouveaux mots qui correspondent beaucoup mieux au monde d'aujourd'hui et qui seraient pas connotés. Dans les conférences, j'utilise pas certains mots parce que je sais que d'office, je vais voir les cerveaux se fermer. Il y a des mots qui braquent, en fait. Il y a des mots que j'essaie de ne pas utiliser. Par exemple, vous parlez de sobriété. Aujourd'hui, c'est à peu près entendable. Il y a 10 ans, ça l'était pas. Vous parlez de décroissance. Vous perdez une partie de votre auditoire. Pourtant, on pourrait, en définissant les mots et en les replaçant dans le contexte actuel, se rendre compte qu'il s'agit à peu près de dynamiques qui sont proches et similaires et dont on peut débattre. Donc, est-ce que vous voulez que je vous lise la définition de l'humilité, si vous l'avez tant aimé, parce que je trouve que Jeanne Hénin, donc dans un livre qui s'appelle Les mots qu'il nous faut, édité par une maison d'édition qui s'appelle La Mer Salée, a fait un peu tout ce travail de repenser un petit peu à l'orée des crises d'aujourd'hui. Et donc l'humilité, pour elle, c'est un verbe d'action issu de lumière et de lutter. Ça signifie agir avec intention et conviction, mû par un espoir radical. Pour qui l'humilute, se résigner n'est pas une option. Parfaitement lucide sur les difficultés, donc elle court-circuite toutes les questions de l'utopie qui sont des faux débats aussi. Les lumilutants se concentrent sur les failles du système, sur l'étendue des possibles et sur le potentiel humain. L'humilité mobilise une énergie d'action déterminée qui permet de sortir de l'impuissance. Un des slogans des lumilutantes est « Now Future », le futur maintenant, une référence lumipunk à nos futurs. Sébastien Mabille, dès le début de votre ouvrage, en page 90, vous dites que c'est en inventant des mots que les humains donnent consistance à des objets nouveaux pour les penser et les rendre efficaces. De quoi les mots sont-ils vecteurs ? Les mots sont importants et on en revient à la première question, c'est-à-dire comment qualifier. Et c'est aussi ce que j'ai beaucoup aimé dans l'ouvrage de Nelly, c'est-à-dire ces définitions qui accompagnent
la démonstration, parce qu'on est aussi sur une démonstration de ce qu'est ce grand épuisement à travers ton expérience personnelle, mais à chaque fois en définissant précisément les mots. Voilà, moi, ceux que j'utilise, hein, on a vu aussi, d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on a aussi mis des mots nouveaux pour définir aussi et en tout cas apporter une réponse à ce que l'humanité avait vécu. Et parmi ces mots nouveaux, il y a eu ceux de crimes contre l'humanité, qui ont permis de finalement de nommer ce qui s'était passé, des mots qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que relier crime et humanité, c'est quelque chose qui est nouveau et qui a émergé après 1945. Aujourd'hui, la question de la justice climatique permet donc de relier ces deux mots qui, pour le profane, sont des mots qui ne sont pas forcément associés. Quand on parle de justice, quand on parle de climat, l'un relève des sciences sociales, l'autre des sciences dures. C'est pas évident. Et pourtant, là, à travers la question de la justice climatique, on relie cette question scientifique, la question de cette réalité scientifique qui est le réchauffement du climat, avec des enjeux d'ordre sociaux et de justice sociale. Donc c'est là où les mots sont importants, et à travers ce livre, je souhaite aussi porter ce concept de justice climatique qui n'est pas limité au contentieux climatique, c'est-à-dire aux actions en justice pour le climat, mais qui dépasse et qui va beaucoup plus loin pour embrasser la question des inégalités. Alors, je parle essentiellement des inégalités économiques, mais on pourrait aussi développer sur les inégalités de genre, puisque ce sont aussi les femmes qui sont le plus durement impactées dans tous les pays du monde par les événements climatiques et les modifications du climat. Ce sont les personnes aussi racisées qui sont souvent les plus dans les pays développés, qui sont aussi les plus affectés par ces changements. On a l'illustration chaque été lors des vagues de chaleur, de canicule, où c'est dans les quartiers les plus défavorisés, dans les logements qui sont les moins bien isolés, qu'il y a le plus grand nombre de morts, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, c'est aussi un certain nombre de décès. C'est peut-être aussi ce qui nous rejoint, c'est-à-dire dans nos deux ouvrages, c'est qu'on parle de choses qui sont pas des choses qui sont des choses graves, et qui aboutissent parfois à la mort, au terme d'un grand épuisement, et aussi à la mort sous l'effet des vagues de chaleur. En France, c'est en moyenne, depuis une dizaine d'années, plus de 4000 personnes qui meurent chaque année en raison de chaleur trop importante. Alors Nelly Ajarazel, qui est une autrice que nous avons accueillie pour son livre L'envers de l'été, elle dit que l'écriture a cela de dangereux qu'elle crée un matériau intelligible pour les souffrances que l'on tait. De quoi le burn-out est-il l'indicible, et de quoi l'écriture est-elle le remède, éventuellement, si c'en est un? Waouh, c'est une belle question. Dans l'indicible lié au phénomène d'épuisement, il y a la question de la vulnérabilité. Et la question de la complexité. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de simplifier. On a toujours envie de se dire qu'il y avait un cadre maltraitant, qu'il y avait un harcèlement, qu'il y avait une fragilité, qu'il y avait un problème personnel, qu'il y avait mille et une raisons pour que la personne, elle craque. Et l'indicible, il est dans le fait de dire que cette société, ce monde que l'on a bâti pour le bien qu'on a fait, on vit à un moment, nos anciens, ils ont fait des choix parce qu'ils le faisaient pour le mieux. Là, on arrive aux limites claires de ce système qui a été mis en place, d'une partie de ce que nos modes de production et de consommation génèrent aujourd'hui. Et je crois que l'indicible, c'est vraiment le fait de dire que les êtres sont au maximum de ce qu'ils peuvent supporter. Et que ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez. On a 75% des jeunes dans plus de 10 pays du monde nord, sud, hémisphère, etc., niveau de vie, qui jugent le futur effrayant. C'est ça l'indicible, en fait. C'est ça qu'il y a derrière ce grand épuisement. Quant à la force de l'écriture, à titre personnel, je pourrais pas dire si l'écriture m'a réparé ou pas. En tout cas, elle m'a permis, 10 ans après l'épisode,
de relier tout ce qui me tient vraiment à cœur, et aussi, pour une fois, parce qu'avant j'écrivais plutôt des essais, et que là c'est pas un essai ce livre-là, ça a été de m'autoriser justement des territoires de vulnérabilité, des territoires de sensibilité, ça a été accepter de m'exposer au monde avec ce que je suis profondément, sans tricher, en essayant de ne pas avoir peur de l'écho que ça va avoir. Et ça, c'est quelque chose, c'est encore un peu tôt pour moi, on est dans ma 3e rencontre après la sortie du livre, mais c'est quelque chose de très fragile, mais que je ressens aussi d'extrêmement puissant. Et je pense que plutôt que de toujours s'adresser à la raison, au cognitif en nous, c'est ce que je fais sur le plastique, le manie la science, les chiffres, c'est ce que Sébastien, tu fais dans ton livre. Là, j'ai eu envie de prendre par la main le lecteur, de travailler sur la poésie des sensations aussi, et de se dire, allez, venez, cheminons ensemble dans cet indicible-là, et essayons de voir qu'est-ce qu'on en fait après. Donc pour moi, c'est un processus que je trouve quand même assez puissant. De là à dire, est-ce que ça vient réparer, ça, j'en sais rien, c'est encore trop tôt. Merci pour la réponse. Je propose pour conclure que Sébastien Mabille, vous lisiez la page 174 du livre « Le grand épuisement » de Nelly. Bon. Aujourd'hui, tu ne renonces plus à penser le futur. Ensemble, avec tant d'autres, tu tentes de penser l'avenir. Car l'espoir, as-tu appris, n'est pas quelque chose qui se collecte, ça tend. L'espoir, c'est comme une semence, ça se cultive au quotidien. Par les liens que l'on tisse, par les actes que l'on pose, par le faire en commun, le croître ensemble, la foi en notre humanité, la dignité du présent. L'espoir nous engage, parfois appelé espérance. Il nous invite à choisir notre place dans le monde en fonction de nos talents, nos profondes aspirations. Malgré les mondes qui s'écroulent, la noirceur des projections, s'inscrire dans l'histoire sans préjuger de son devenir. Parce que, quoi qu'on en dise, tout reste à écrire et tout est encore possible. Merci Nelly Ponce et Sébastien Mabille pour vos réponses. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre, et tout particulièrement à Anne pour la technique. Merci à Nathan pour les prises de vue, le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pourrez retrouver sur notre site internet @1trait.fr. Merci et à bientôt. Merci à vous. Merci.